Toute leur vie, Aurore Drossard et sa mère Anne ne se sont battues que pour une chose, la reconnaissance de paternité d'Yves Montand. Pendant 2 ans, au début des années 1970, Anne Drossard et le célèbre acteur auraient vécu une liaison, alors que ce dernier était marié à Simone Signoret. Celle qui est alors une comédienne en herbe d'à peine 20 ans suit la vedette de César et Rosalie sur ses tournages à l'autre bout du monde et le retrouve place Dauphine, à Paris, lorsqu'il y est seul. En 1975, après 2 années de passion, la jeune femme découvre qu'elle est enceinte. Au retour de Montand du Venezuela, où il vient de tourner Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau, sa maîtresse lui annonce la nouvelle. Mais pour le chanteur, impossible que cet enfant soit de lui. À 54 ans, il s'estime trop vieux pour devenir père. Refusant d'en assumer la paternité, il met un terme à leur histoire. Anne Drossard passera les années qui suivront à tenter de provoquer chez son ex-amant le désir de connaître leur fille. Rien n'y fera. Près de 14 ans plus tard, Valentin Livy, l'unique enfant légitime d'Yves Montand et de Carole Amiel, sa dernière compagne, voit le jour. Ce n'est trop pour Anne et Aurore Drossard, qui se lancent dans une bataille judiciaire acharnée pour prouver que le comédien est aussi le père de l'adolescente. Ce 20 avril 2023, près de 25 ans après le prélèvement ADN autorisé sur la dépouille de l'acteur et ayant conclu à la non-reconnaissance d'Aurore, Anne Drossard publie Cet enfant qui te tendait les bras, aux éditions de l'Archipel. Un livre dans lequel l'auteur d'aujourd'hui 70 ans entend rétablir la vérité, en dévoilant des documents et témoignages inédits. Gala.fr est allé à sa rencontre dans son petit appartement de Saint-Arnoult en Yvelines. Supérieur à Alain Delon, Claude François, Salvatore Adamo, ces stars qui ont caché l'existence d'un enfant gala. FR, quel est le but de votre livre, 25 ans après la clôture de la procédure de justice qui visait à faire reconnaître Aurore comme la fille d'Yves Montand? Anne Drossard, je veux que les gens connaissent la vérité. Aurore a été reconnue en 1994 et ce n'était pas par hasard, au bout de 5 ans, dont 2 ans d'enquête. L'argent ne nous a jamais intéressés. On demandait seulement à ce qu'Aurore puisse rencontrer son frère, Valentin Livy, afin qu'il ait la possibilité de construire une relation. J'ai élevé ma fille sans jamais rien demander à son père. Qu'elle soit héritière, ayant été reconnue une première fois, était normal. Mais pour préserver leur part de l'héritage de Montand, Carole Amiel et Catherine Allégret, la fille de Simone Signoret que l'acteur a adoptée en 1987, note de la rédaction. En ont décidé autrement. Gala. FR, comment expliquez-vous qu'Yves Montand ait assumé la paternité de Valentin à 67 ans alors qu'il avait refusé cela à Aurore, 14 ans auparavant? A. D. La disparition de Simone Signoret, en 1985, est selon moi l'unique raison. Jusque-là, son épouse était toujours là pour le remettre dans le droit chemin. Quand elle a disparu, Montand s'est affiché avec Carole Amiel, des photos d'eux ont été prises. Refuser de reconnaître qu'il était le père de son enfant n'aurait pas été prudent car elle aurait eu toutes les preuves dont j'ai manqué pour l'attaquer en justice et gagner son procès. Il n'aurait jamais pu échapper à cette paternité. Gala.fr, si des preuves de sa relation avec Carole Amiel n'avaient pas existé, aurait-il fait le même choix selon vous? A.
D. Quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, il l'a rejetée comme il l'a fait avec moi. Mais tout le monde l'avait déjà vu avec elle. Du temps de Simone, cela n'aurait pas été possible. Il était piégé. Carole Amiel a bien joué son coup. Emmanuel Bonini, qui signe la préface du livre, note de la rédaction. A intitulé l'un des chapitres de son livre Le véritable Yves Montand, édition Pygmalion, 2021, un accident est vite arrivé. Il y raconte le jour où Carole Amiel, enceinte de Valentin, a amené Montand à la mairie de Nice pour faire reconnaître leur enfant avant même qu'il ne naisse. Gala.fr, pourquoi n'avoir pas poursuivi Montand dès la naissance de votre fille, en 1975 ? Vous aviez 2 ans pour faire une demande de reconnaissance de paternité. A. D. Je voulais que cela se fasse de manière spontanée. Je cherchais à ce qu'une vraie relation père-fille se crée naturellement entre Montand et Aurore. Mon but n'a jamais été d'obtenir son argent. Je ne lui ai jamais demandé un centime. Gala.fr, au début de votre livre, on comprend que vous êtes une grande solitaire, qui n'a jamais pu compter que sur elle-même. Votre père, décédé 1 an après la naissance d'Aurore, semble avoir été la seule personne à s'être souciée de vous après votre accouchement. A. D. C'était le seul à se préoccuper de moi, oui, et j'avais besoin de lui. Lorsqu'Aurore est née, j'ai développé un instinct maternel quasi animal. J'étais comme une louve, extrêmement protectrice de mon enfant. Cela ne laissait pas beaucoup de place aux autres. Gala.fr, mère à 22 ans, vous avez dû abandonner vos rêves de devenir actrice. A. D. Il était évident que je devais faire une croix sur ma carrière de comédienne, qui avait pourtant bien démarré. À moins d'être connue ou d'accepter de délaisser ses enfants, il semblait impossible de continuer dans cette voie. Marion Game, qui était une bonne amie à moi, n'a jamais été proche de ses enfants parce qu'elle travaillait beaucoup. Résultat, elle a beaucoup regretté, et ses enfants aussi, de n'avoir pas cultivé leur relation. Pour moi, être proche de ma fille était capital. Il fallait travailler pour gagner de l'argent et pouvoir l'élever dignement. C'était mon seul but. Gala. FR, quand avez-vous retrouvé l'amour, après Yves Montand ? A. D. Cela n'a pas été facile. Dès que quelqu'un me plaisait, il était marié alors je laissais tomber. C'est cocasse d'ailleurs, car la personne avec qui je vis depuis 22 ans, je l'ai rencontrée en 1977, alors qu'Aurore avait 2 ans. À l'époque, nous avions vécu une histoire qui aurait pu marcher mais il était marié et habitait à Alençon, donc j'ai rompu. Puis en 2001, alors que j'habitais à Boulogne-Billancourt et me promenais avec Aurore dans la rue, un homme m'a appelé par mon prénom depuis sa voiture. C'était lui. Il avait les cheveux blancs, je ne l'ai pas reconnu. Il avait divorcé quelques années auparavant, et moi, je venais de me séparer d'un homme. Je l'ai demandé en mariage 3 ans plus tard, on s'est unis et on ne s'est plus quitté. Gala.fr, vous commencez votre livre en racontant le moment où Aurore apprend la mort d'Yves Montand au téléphone, le 9 novembre 1991.
nous vivons les heures qui suivent à travers elle, anéantis par la douleur de n'avoir plus de père. Mais vous, quoi avez-vous ressenti à cette annonce? A. D. Ça m'a fait quelque chose, bien sûr. Mais la seconde suivante, je me suis dit, lâcheur. C'était un samedi et nous avions rendez-vous chez le juge le mardi. Après avoir refusé à 3 reprises de donner son sang, faire un prélèvement ADN ou ne serait-ce que donner sa version de notre histoire, le juge allait lui annoncer qu'il serait bientôt obligé de nous payer une pension alimentaire. Je n'ai jamais cru au hasard. Gala.fr, comment va Aurore aujourd'hui? A. D. Comme moi, elle ne va pas très bien. Elle a 47 ans, mais si est une chose qui ne passe pas avec le temps. Cela ne peut pas passer. Heureusement, elle a rencontré un homme avec qui elle est très bien. Cela fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Gala.fr, Aurore témoigne aussi dans votre livre, en rapportant son ressenti à chaque grande étape de l'affaire. Prendre part à ce projet lui tenait à cœur? A. D. Si est moi qui lui ai proposé et elle a accepté. Cela n'a jamais été que mon histoire ou la sienne. On l'a vécu différemment bien entendu, mais nous sommes inséparables l'une de l'autre. Aurore est très contente que ce livre sorte enfin car tous les documents, les témoignages des proches qui ont collaboré dans l'enquête de 1994 qui a abouti à sa reconnaissance, mais aussi tout ce qui prouve que nous n'avons jamais menti, y est présenté. Longtemps, j'ai été réduite au silence. Carole Amiel et Catherine Allégret ont absolument tout fait pour empêcher que ce livre soit publié, mais nous y sommes parvenus. Gala.fr, dans quelle mesure vous ont-elles empêché de parler? A. D. Elles sont allées voir des avocats pour tenter de m'interdire de prendre la parole. Après l'exhumation de Montand en 1998, j'avais d'abord signé chez Hachette, puis aux éditions du Rocher, pour raconter notre histoire. À chaque fois, j'avais des contrats de 3 ans mais à force de recevoir des coups de fil des avocats des héritières de Montand, mes interlocuteurs préféraient mettre fin à notre collaboration. On leur racontait que j'étais folle, alors j'ai jeté l'éponge pendant un moment. Si est le livre d'Emmanuel Bonini, le véritable Yves Montand, qui m'a redonné le courage nécessaire pour reprendre ce projet et dévoiler ma vérité. Gala.fr, vous semblez vous souvenir de chacune de vos rencontres avec Yves Montand comme si c'était hier. Vous racontez notamment la première fois où il a fait la connaissance d'Aurore, par hasard, un jour de 1976 à Rome. A. D. Je ne pourrai jamais l'oublier. J'étais descendu à Rome car mon agent m'avait fait savoir que des castings avaient lieu. Au même moment se tournait dans la capitale italienne le grand escogriffe de Claude Pinoteau avec Montand dans le rôle principal. J'en ai donc profité pour réserver une chambre à l'hôtel de la ville car je savais que les acteurs et les équipes de film y séjournaient régulièrement. Je me suis dit que j'avais peut-être une chance d'y croiser Montand. Accompagné d'Aurore, j'ai pris un café avec Raymond Pellegrin, qui le connaissait bien. Il a fini par arriver et il s'est installé à notre table comme s'il ne m'avait jamais vu, en demandant à Pellegrin de lui présenter sa copine. Alors j'en ai profité pour lui présenter Aurore.
J'ai toujours rêvé d'avoir une fille, m'avait-il alors répondu avec un grand sourire. Gala.fr, vous aviez dû prendre cette phrase pour un signe qu'il y avait de l'espoir. Ah. D, évidemment, même si je trouvais cela culotté. Quelques jours plus tard, alors que l'on déjeunait ensemble au même hôtel avec Aurore, il m'avait demandé de quelle couleur étaient ses yeux alors qu'elle était à la table avec nous. J'ai vraiment cru qu'un lien se nouait lorsque, un de ces jours-là, il est venu me parler alors que j'arrivais à l'hôtel en voiture. J'avais une Porsche à l'époque et je lui avais demandé de me tenir Aurore le temps que je remette bien le siège arrière. Quand j'ai voulu la reprendre, il la tenait dans ses bras et avait un regard très particulier. On sentait qu'il se passait quelque chose. Alors j'ai continué à attendre au cas où il se déciderait de lui-même à passer du temps avec sa fille. Je me disais qu'avec l'âge, il comprendrait que tourner le dos à son enfant ne menait à rien. Je ne lui demandais que deux choses, la voir de temps en temps et être gentil avec elle. Gala.fr, pendant les 2 ans de votre liaison, vous considériez-vous en couple avec Yves Montand? Vous écrivez que vous étiez folle de lui mais que vous ne vous seriez jamais imaginé vivre avec lui pour autant. A. D. Nous étions ensemble, oui. Je suis quelqu'un de très indépendant et très vite, j'ai pris conscience qu'il ne me traitait pas correctement. Mais j'étais trop amoureuse au tout début, quand il faisait encore attention à moi, pour le voir. Il suffisait qu'il m'appelle pour que saute dans un taxi et vienne le retrouver. Mais pendant notre relation, je n'imaginais pas une seconde qu'il sautait sur toutes les femmes qui lui plaisaient. Il me parlait pourtant de ses dernières conquêtes. Alors que nous étions ensemble à Saint-Paul-de-Vence, il m'avait raconté avoir dragué des femmes dans une boîte de nuit. Et la première fois qu'il a rencontré Aurore à Rome, il m'avait glissé à l'oreille qu'il avait fait venir une femme de Paris pour lui tenir compagnie pendant une semaine. Gala.fr, Aurore naît en 1975 mais vous n'attaquez Yves Montand en justice qu'en 1989. Quel a été l'élément déclencheur de cette décision cruciale? A. D. Quand Aurore est tombée sur la couverture de Paris Match du 12 janvier 1989, annonçant la naissance de Valentin avec écrit Montand présente son fils, elle m'a dit que ce n'était pas possible. Et elle avait raison. Il fallait que je trouve le meilleur avocat. J'avais de l'argent donc j'ai choisi Jacques Vergès. Il m'avait prévenu qu'au vu de la célébrité de Montand, la procédure durerait entre 3 et 5 ans car il se défendrait. Et effectivement, en première instance, il n'a jamais accepté de faire un prélèvement sanguin alors que cela aurait levé tous les doutes. À sa 3e convocation, Montand a décidé de m'attaquer au pénal, moi et tous mes témoins, dont le réalisateur Claude Sautet, pour fausses attestations et usages. Pendant 2 ans, je me suis retrouvé face à une juge d'instruction. Gala.fr, la famille d'Yves Montand parle de l'enquête de 1994, aboutissant à la reconnaissance d'Aurore, comme d'une supercherie. A. D. Et pourtant, elle n'a pas été faite à la va-vite. Quand j'ai été attaqué en pénal par Montand, la juge qui s'est occupée de l'affaire avait vraiment confiance en moi. Elle a chargé la brigade financière de faire l'enquête parce qu'il était, selon elle, les seuls à pouvoir démêler le vrai du faux.
ils sont allés à Saint-Paul-de-Vence, où ils ont interrogé toutes les personnes qui étaient encore vivantes et pouvaient confirmer mes dires. Naturellement, ils ont conclu que ma relation avec Montand avait existé et que j'étais bien enceinte à cette période. Gala.fr, en 1998, le corps d'Yves Montand est déterré afin qu'un prélèvement ADN soit effectué pour mettre un point final à cette affaire. Cette décision choque profondément les Français. On a toujours raconté qu'Aurore et moi étions celles qui avaient demandé que Montand soit déterré, mais en réalité, ce sont Catherine Allégret et Carole Amiel qui l'ont autorisé. CIST écrit noir sur blanc dans un compte-rendu de justice. Ma fille et moi n'avons jamais voulu que l'affaire aille aussi loin. Il suffisait qu'elle accepte le jugement de 1994. Mais elles ont demandé de nouvelles expertises et ont finalement donné leur accord pour l'exhumation, pendant une audience à laquelle nous étions présentes. Nous n'avions rien à dire. Gala.fr, vous avez toujours mis un point d'honneur à vous battre pour la vérité alors que beaucoup de femmes se seraient arrêtées au premier obstacle. À mon avis, il y en a eu. J'ai au moins connu une femme, décédée il y a peu de temps, qui a donné naissance à son fils au moment de la sortie des Sorcières de Salem, en 1957. Montand avait 36 ans et était déjà marié. Elle était venue me voir quand j'étais en procès et m'avait raconté son histoire. Mais à son époque, on ne pouvait pas poursuivre en justice comme je l'ai fait. Quelque part, grâce à mon affaire, la loi a évolué. Maintenant, si un homme refuse de donner son sang, l'enfant est automatiquement reconnu. Gala.fr, vous avez discuté à 2 reprises avec Simone Signoret à propos de votre histoire avec son mari. Que vous étiez-vous dit? Au téléphone, après m'avoir prise de haut en me demandant qui j'étais, elle avait fini par se confier et je pouvais sentir à quel point elle était malheureuse. Elle m'avait dit qu'elle viendrait déjeuner chez moi le lendemain. Mais ce jour-là, après l'avoir longuement attendue sans la voir arriver, je m'étais décidé à prendre un taxi avec Aurore pour aller à sa rencontre place Dauphine. Quand la veille, on pleure au téléphone et que le lendemain, on me fait faux bond, je veux savoir pourquoi. Quand je suis arrivé, elle était avec des amis et semblait choquée de me voir débarquer. Vous êtes sacrément gonflé, m'avait-elle lancé avant de me donner rendez-vous 2 heures plus tard au caveau du palais. Là-bas, elle a offert un jus d'orange à Aurore et nous avons discuté. Gala.fr, quel souvenir gardez-vous de ce face-à-face? J'ai rencontré une femme qui souffrait et avait déjà beaucoup souffert par le passé, notamment à cause de l'aventure de Montand avec Marilyn Monroe dans les années 1950. Elle a beaucoup trop donné à cet homme qui la trompait sans arrêt. Elle était au courant de toutes ses aventures. Elle m'avait même dit au téléphone, si je devais adopter tous les enfants de Montand, j'aurais une famille nombreuse. Ce n'est pas pour rien qu'en 1981, dans le livre Le chant d'un homme de Richard Canavo et Henri Quiqueré, Montand déclare que toutes les femmes devraient être comme Simone. Crédit photo, collection personnelle d'Anne Drossard 1973.